Parker Schnabel venait d'extraire 606 onces d'or du sol en une seule semaine et de reprendre la tête à Tony Beats. Sur le papier, ce chiffre ressemblait à une pure domination. Il semblait que Parker avait enfin repris le contrôle de la saison et mis une distance sérieuse entre lui et son plus grand rival. Mais le chiffre sur la balance de l'or ne disait que la moitié de l'histoire, car avant que cet or n'atteigne la salle de pesée, l'ensemble de ces opérations était dangereusement proche du désastre. Un camion de roches entièrement chargé était littéralement sur le point de se retourner avec Billy coincé à l'intérieur de la cabine. 5 boulons critiques avaient été complètement arrachés à l'intérieur d'un support d'essieu. Dans une autre partie de la mine, une faveur dont Mitch Blaschke avait désespérément besoin a été refusée sans hésitation. Et tandis que Parker essayait de tout maintenir, Tony préparait tranquillement un mouvement qui pourrait à nouveau effacer l'avance de Parker. Tony Beats n'était pas assis à regarder quelqu'un d'autre prendre le contrôle de la saison. Il se tenait au bord d'une tranchée que les anciens mineurs avaient abandonnée des décennies plus tôt, regardant un sol que beaucoup pensaient ne valait plus la peine d'être touché. Mais Tony a construit un empire en voyant des opportunités là où d'autres voient de l'échec. Et ce qu'il s'apprêtait à tirer de cette coupe oubliée avait le potentiel de réécrire complètement le classement. Pendant ce temps, Parker parcourait ses opérations à Dominion Creek avec des semaines de frustration sur les épaules. Les chiffres de production avaient été laids. Les onces par heure étaient trop faibles. Trop d'équipes produisaient trop peu d'or. Chaque journée perdue avait repoussé son objectif saisonnier de 10 000 onces. Et chaque matin, l'objectif lui semblait de plus en plus irréaliste. Il s'arrêta à côté d'un imprimé de production accroché sur le côté d'un réservoir de carburant et le regarda dans un silence complet. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Les chiffres en disaient assez. Puis il s'est retourné et a pris une décision qui allait définir la semaine. Exécuter tout. Les 4 installations de lavage. Chaque camion, chaque équipage, chaque machine disponible. Aucune excuse. Pas de temps d'arrêt. Pas de quart de travail inutile. Parker a clairement indiqué que s'ils voulaient atteindre 10 000 onces, ils avaient immédiatement besoin d'une semaine monstre. Cet objectif semblait presque impossible au vu de la production récente. Les semaines précédentes n'avaient pas suffi à répondre aux besoins de l'opération. Mais Parker a compris que les calculs changeaient complètement si les 4 stations de lavage restaient opérationnelles en même temps. Et une machine en particulier était la clé de tout. Usine de lavage Golden Goose. Le Golden Goose était devenu l'arme la plus récente de la flotte minière de Parker, et il attendait des semaines qu'il atteigne sa pleine capacité opérationnelle. Les systèmes de convoyeurs étaient enfin opérationnels. Les passages d'écluses fonctionnaient efficacement. Les chiffres de récupération dès les premiers quarts de travail complet semblaient incroyablement prometteurs. Pour la première fois, la machine faisait exactement ce que Parker avait espéré, et c'était une bête. La Golden Goose traitait plus de superficie par quart de travail que toute autre usine de la propriété. Chaque mètre supplémentaire comptait. Sur 4 usines actives, quelques centaines de mètres supplémentaires chaque jour sont rapidement devenus des milliers de mètres à la fin de la semaine. Et c'est sur des milliers de mètres sur un terrain fertile que les records sont battus. Parker se tenait sous l'empileur et regardait les matériaux se déplacer dans le système. Les tapis d'alimentation fonctionnaient proprement. Le débit d'eau semblait parfait. Les écluses capturaient exactement ce dont elles avaient de besoin. Tous ceux qui travaillaient dans cette usine ont compris leur mission déplacer autant de saleté que possible. Chez Roxanne Parker a trouvé Mitch Blaschke et lui a délivré le même message. Pas de temps d'arrêt, aucun retard, aucune excuse. Si une usine tombait en panne, les autres poursuivraient de la production jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Chaque membre de l'équipage savait exactement ce qui était en jeu. Lors d'un autre montage, Ken a reçu des instructions identiques à la radio. L'exploitation de Tyson exploitait déjà 3 usines à capacité maximale. À la fin de la première matinée, chaque travailleur de chaque équipe savait quel numéro tout le monde cherchait. 611. Puis pour la première fois depuis des semaines, tout a commencé à cliquer. La Golden Goose rugissait. Les camions roulaient sans arrêt. D'énormes tas de saletés humides se sont rapidement déplacés vers les installations de lavage. Parker se tenait au bord de la coupe, regardant les distances disparaître dans le système plus rapidement que pendant toute la saison. Pour une fois, les chiffres dans sa tête grimpaient au lieu de s'effondrer. Il s'est rendu dans la fosse de Ken et a constaté que la 2e usine fonctionnait parfaitement. Chaque jauge semblait saine. Chaque machine fonctionnait exactement comme prévu.
Il a contacté Mitch par radio pour une autre mise à jour. L'alimentation est régulière, l'écluse est propre, les camions bougent, tout semblait parfait. Et puis la radio a explosé. La voix de Billy exprimait une panique enfouie sous un calme forcé. Son camion avait glissé dans un fossé. La boîte était dangereusement sur le point de basculer. Il avait besoin d'aide immédiatement. Mitch a mis son camion en marche et a couru vers les lieux. À son arrivée, la réalité semblait encore pire que ce que suggérait l'appel radio. Le camion-citerne, à 40 entièrement chargé de Billy, était incliné selon un angle terrifiant. Les pneus à flanc haut avaient déjà décollé du sol. Le camion semblait sur le point de se retourner. Si ce taxi s'était renversé, Billy aurait pu être grièvement blessé ou pire. Mitch restait là, à étudier le camion sous tous les angles, comprenant à quel point la situation était devenue fragile. La boîte était suspendue dans une position où même une petite erreur pouvait déclencher un désastre. Larguer la charge était trop dangereux. Dès que la caisse se soulevait, le camion pouvait se retourner complètement. Il n'y avait qu'une seule option, chassez-le, très lentement, pas de panique, pas de mouvement brusque, pas de freinage brusque, pas de direction agressive. Une mauvaise saisie et la machine entière pourrait basculer. Mitch a soigneusement coaché Billy à travers chaque mouvement. Appliquez un peu de gaz. Maintenez une pression de direction constante vers le centre de la route. Si la cabine commence à se soulever, passez immédiatement au point mort. Le moteur rugit. Les pneus se sont battus pour l'adhérence. La suspension gémissait sous des contraintes pour lesquelles elle n'avait jamais été conçue. Puis petit à petit, le camion a commencé à se redresser pour se mettre en sécurité. Pendant un moment horrible, la boîte bougea violemment tandis que les pneus à flanc haut retombaient violemment sur le sol solide. Tout le monde se figea. Puis le cadre entier retomba sur du gravier stable avec un bruit sourd. Billy était en sécurité. Le camion était en sécurité. Et l'énorme semaine d'or de Parker est restée vivante. À la fin de tout cela, la salle de pesée a publié le titre dont tout le monde se souviendrait 606 onces. Une immense victoire pour Parker Schnabel. Mais derrière ce chiffre se cachait un chaos mécanique, un quasi-catastrophe. Et une semaine où un faux mouvement aurait pu tout détruire avant même que l'or n'atteigne la balance. Mitch coupe l'accélérateur. La récupération est terminée en 1 minute. Billy regarde depuis l'épaule. Mitch sort du taxi. Personne ne dit grand-chose. La scène entière a duré environ 50 secondes à partir du moment où Mitch a touché l'accélérateur jusqu'au moment où le cadre s'est stabilisé. Assez long pour renverser un taxi. Assez longtemps pour enterrer un camion. Assez court pour que l'équipage ait à peine eu le temps d'arrêter ce qu'il faisait avant la fin. Le mal est déjà fait. Le camion revient en boitant vers la domination avec un son provenant de l'avant que tout opérateur sur la route reconnaît. Mitch le garde dans la cour et en sort. Le séjour est fumé. Et un support fumé signifie que tout l'essieu avant est en difficulté. Ken passe à la radio avec Parker. Un de ces deux camions est en panne. Genco a l'installation sur l'établi et est déjà en train de démonter l'avant. La masse salariale chez Roxane est élevée, mais sans le deuxième camion, l'usine de Mitch mourra de faim en l'espace d'une journée. Je ramène juste ce camion à Dominion. Je viens de perdre 50% de ma période de camionnage. La masse salariale devient faible. J'ai besoin de camions qui roulent. Parker expire. Le blitz date d'1 jour. Et la première machine de la chaîne est déjà en panne. Il se dirige vers la cour. 5 boulons et 0 pièce de rechange. Genco est déjà sous l'A40 quand Mitch arrive. Lampe de poche pointée vers le boîtier, visage sombre. Le support d'essieu de l'A40 est la pièce à laquelle personne ne pense jusqu'à ce qu'elle se brise. Il maintient la suspension de l'essieu avant ensemble. 2 amortisseurs, 2 douilles sphériques. Le tout boulonné au châssis avec des attaches lourdes censées durer plus longtemps que le reste du camion. Lorsque l'A40 est entré dans le fossé, quelque chose s'est cassé. La plaque de maintien est tombée du cadre. Genco pointe la lampe de poche vers le boîtier et compte à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boulons ont été cisaillés à l'intérieur du boîtier. Chaque tête est spartie. Chaque puits est enterré à 2 pouces de profondeur à l'intérieur du trou. Fils verrouillé en place. Il n'y a plus rien à saisir ni rien à tirer. 1, 2, 3, 4, 5 boulons cassés. C'est un cauchemar. Ces boulons cassés sont à 2 pouces de ce trou. Le correctif est lent.
Chaque boulon cisaillé doit être percé à la main. Un extracteur s'est coincé dans le trou percé et l'arbre a reculé d'1 millimètre à la fois. Pressez la perceuse et l'extracteur se casse à l'intérieur du boulon, transformant un mauvais travail en un travail catastrophique. Une fois que les boulons sont enfin sortis, le support est démonté de nouveaux amortisseurs et bagues installées et tout est serré selon les spécifications. Junko retire la perceuse du banc et place la première mèche contre le premier arbre cisaillé. Le mort-mort. Des copeaux de métal sortent du boîtier en spirale. Il retire le foret, vérifie la profondeur et rentre. Un trou percé. Il en reste 4. L'extracteur attend sur l'établi derrière lui. Mitch fait le calcul. Toutes les heures, ce camion reste sur le banc, Roxane a faim. L'exploitation de Ken est affectée à 2 camions à roche et l'un d'eux est en morceaux sur l'établi de Genko. Un camion ne peut pas nourrir Roxane longtemps. La masse salariale diminuera au cours d'1 quart de travail et une usine de lavage sans alimentation est une usine de lavage produisant 0 once. Il a besoin d'une pièce de rechange. Il n'y a pas une seule pièce de rechange dans sa flotte. Il se tourne vers Genko, lui dit de retirer les boulons aussi vite que possible et se dirige vers son camion. Une seule personne sur la montagne pourrait avoir un camion à pierres à prêter. Chaque heure où nous ne déplaçons pas de matériel nous met en retard. Je comprends, mec, mais je pense que la chose la plus rapide à faire est de réparer ça, mais nous ne pouvons pas vous en donner une de rechange pour le moment. Je veux dire, je n'ai pas de pièce de rechange disponible ici. Je vais à Tyson. Tyson dirige son propre côté de l'opération à fond. 3 installations de lavage. Chaque camion de roche sur un itinéraire. Aucun relâchement dans la rotation nulle part sur son site. Ce n'est exactement pas la bonne personne à qui demander une faveur et la seule personne que Mitch puisse demander. Mitch le trouve au magasin. Il joue décontracté. Comment ça va? Très bon. Eh bien, j'ai eu des jours meilleurs à la recherche d'un camion de roche. L'essieu avant est sur le point de tomber de l'un des siens. Junko l'a sur le banc avec les pièces, mais la réparation va prendre des heures. Il espère donc de frère à frère, d'opérateur à opérateur, que Tyson aura une pièce de rechange à récupérer. Juste assez longtemps pour empêcher Roxane de s'arrêter. Tyson ne prend même pas le temps. Pas de rechange. Chaque camion est assigné. Désolé mec. Mitch s'appuie dessus. Ils doivent atteindre 10 000 onces. 4 usines doivent continuer à fonctionner. Si Roxane s'arrête pour 1 quart de travail, le blitz est terminé. Je veux dire, si je ne prends pas un camion et que je retourne là-bas, Roxane va fermer ses portes. Droite. Donc je veux dire, j'aurais vraiment besoin de cette faveur aujourd'hui, mon pote. Il lui en serait vraiment redevable. 1 seul camion pour la journée. Tyson secoue à nouveau la tête. 3 lavoirs à son côté. Chaque unité était prise en compte. Il ne peut pas en tirer un sans arrêter quelque chose qui lui est propre. Lorsqu'un camion tombe, un autre monte et la rotation ne s'arrête jamais. C'est tout le jeu sur chaque site. Mitch reste là pendant un moment. Il lit la réponse sur le visage de Tyson. Le lit à nouveau. Mitch repart les mains vides. Le camion est toujours sur l'établi de Genko. Roxane roule toujours sur un camion. Le temps du blitz tourne toujours. De l'autre côté du Klondike, Tony Beats se tient au bord d'un terrain qu'il contemple depuis 5 ans et s'apprête à l'ouvrir. Avant d'entrer dans le camp de Tony, si vous voulez chaque récapitulatif de la ruée vers l'or tout au long de la saison, cliquez sur « Abonnez-vous » et sonnez la cloche. Retour au pli. Tony ouvre le Hester. Tony Beats se tient au bord de la coupe Hester et regarde fixement. La coupe est pleine d'eau. Il était plein d'eau à chaque fois qu'il essayait de l'ouvrir. L'année dernière, les murs se sont effondrés. L'eau s'est écoulée en nappe de la berge et tout cet effort s'est transformé en une perte de temps. L'année précédente, cela l'avait repoussé de la même manière. Cette année, il n'accepte pas un non comme réponse. L'année dernière, nous avons laissé derrière nous la coupe Hester et nous sommes sur le point de commettre la même erreur. J'aimerais vraiment y aller et en retirer au moins un morceau. Ensuite, vous savez, à un moment donné, nous aurons au moins quelque chose qui ne sera pas disponible. Il y a 5 ans, Tony a trouvé 2 vieilles chaudières de drague dans les broussailles au bord de cette tranchée. Ce sont des reliques des anciennes opérations qui ont exploité la Honker Valley de 1913 aux années 1960. Selon la légende locale, l'une de ces dragues aurait extrait 800 onces en une seule journée. Tony pense que les anciens ont abandonné cette étendue de terrain avant de l'avoir entièrement exploitée. S'il a raison, le Hester est assis sur une poche de salaire intacte qui est plus grande que tout ce qui reste dans la vallée. Pour l'ouvrir, il doit nettoyer les chaudières, couper le flanc de la colline pour qu'il cesse de se déverser dans la fosse,
pomper l'eau et faire sécher la tranchée d'ici la fin de la semaine. C'est ce qu'il dit à Mike, pas le mois prochain, pas la saison prochaine, cette semaine. Tony monte dans une excavatrice et balance le godet vers la première chaudière. Ça bouge à peine. Il réinitialise le seau et le frappe à nouveau avec plus d'engagement. Cette fois, le vieux fer dégringole et dévale la pente dans une avalanche de rouille. La deuxième chaudière suit. Les deux reliques sont sorties du banc et éliminées en 10 minutes. Tony fait pivoter le seau et sort de la cabine. Le haut de la pente où se trouvaient les chaudières est propre. La voie est libre pour les camions de roche. Le prochain travail est le mur. Mike marche sur le bord avec Zach. Le mur doit être coupé et nivelé pour que les camions de roche puissent reculer jusqu'au bord sans rouler dans l'eau. La pente est mauvaise et le sol est meuble. Mike souligne la ligne qu'il veut que Zach suive. Zach monte dans la pelle et commence à sculpter. Zach prend la première coupe. La boue revient propre. Il prend la seconde. Le mur tient. Zach élargit le rebord avec son prochain passage et un camion de roche se remet en position. Le seau oscille. La boîte se remplit. Le camion s'éloigne. Un autre camion recule. Zach se balance à nouveau camion par camion. Le flanc de la colline est retiré du bord de la coupe. Zach fait une autre passe et la boue tombe lourdement. La boîte remplit 3 boules. Le camion s'éloigne. Le prochain camion attend déjà. Zach le charge de la même manière. 3 scoops départ prochain camion. Le rythme se maintient quart de travail après quart de travail. Mike marche sur le rebord pendant que Zach l'élargit. Il vérifie la pente avec ses yeux, vérifie le sol sous les pneus et fait signe à un autre camion d'entrer. Zach charge celui-là et l'envoie. Un autre recule derrière lui. Le rebord devient plus plat. Le mur devient plus sûr. La coupe se rapproche d'être prête. Tony se tient au bord et surveille le niveau de l'eau. Plus le mur est coupé, plus les pompes peuvent entrer. Plus les pompes sont proches, plus la coupe s'écoule rapidement. Il le dit à Mike une fois de plus sec à la fin de la semaine. Mike hoche la tête et continue d'avancer. Nous devons retirer l'eau, il faut que ça sèche. Il y a tout un tas de choses là-bas. Poursuivons le programme, car sinon, si nous ne nous dépêchons pas, cela n'arrivera pas. Zach continue de sculpter. Le rebord s'élargit. Le mur se stabilise. L'eau reste dans la tranchée et attend. Mike parcourt la conduite de carburant pour les pompes et vérifie chaque connexion. Serré, serré, serré. Il promène ensuite les tuyaux. Posé droit. Aucun problème. Prise d'eau placée là où l'eau est la plus profonde. Les pompes sont prêtes au moment où la coupe est prête pour elle. Au moment où Zach termine le rebord, le mur est en sécurité. La coupe est prête et les pompes sont en route. La conduite de carburant est étanche. Les tuyaux sont acheminés. La consommation est fixée. Il ne reste plus qu'à mettre un terme à 5 années d'eau stagnante et à découvrir ce que les anciens ont laissé derrière eux. Le Hester ne va pas payer cette semaine. Ce qu'il paiera à son ouverture pourrait renverser la saison. Les betteraves pèsent. Pendant que le Hester et nettoyer les usines d'Indian River continuent de fonctionner. 7 jours, 24 heures sur 24. À chaque cycle, un autre plateau de concentré s'empile pour la peser. Tony et la famille se réunissent à la balance. La fente slough commence. L'or afflux grimpe dans les années 20 et 40 et se bloque à 267,9 onces. Le slot slough a un peu baissé, mais il remonte. Beaucoup de choses viennent ensuite. L'or monte sur la balance. Les chiffres vont de 100 à 200 et le décompte atterrit à 247,5 onces. Entre les deux usines d'Indian River, Tony a retiré près de 2 millions de dollars cette semaine. Paradise Hill est encore à venir. Le trommel de Mike passe en dernier sur la balance. Paradise Hill produit en moyenne 215 onces par semaine et ce transport est plus lourd que la moyenne. Le décompte grimpe de 300 à 400 et se bloque à 408,46 onces. 310, 320, 340, 380, 400, 408,46. Tony regarde les 3 piles sur la table. 3 plantes, 1 semaine. Tous courent en même temps. Total pour la semaine 9, 124 onces, d'une valeur de plus de 3,2 millions de dollars au prix actuel. Le plus gros gain d'une semaine que la famille Ebitts ait jamais enregistré. Regardez combien cela vaut. C'est fou. C'est la ligne sur laquelle Tony continue d'atterrir alors qu'il regarde la pile sur la balance. Le total de la saison s'élève à 8257 onces.
Près de 28,9 millions de dollars d'or extraits des terres du Klondike. Tony sort de la salle d'or, dit à la famille de nettoyer et de recommencer la semaine prochaine et monte dans son camion. Quand les temps sont bons, tu vas le chercher. C'est la règle. C'est tout le jeu. Il retourne vers le Hester. Mike est déjà là parcourant encore une fois les conduites de pompe. La coupe n'est pas encore sèche, mais la pile sur la balance dans la salle de pesée vient d'établir un nouveau record familial et Tony n'a pas l'intention de s'arrêter à 8257. Mais la pesée n'est pas terminée pour le Creek. Parker n'a pas encore atteint la balance et le Hester est toujours rempli d'eau derrière un mur fraîchement coupé attendant une pompe. Roxane livre. De retour du côté de Parker, la 40 sort enfin du banc. Jenko enlève le dernier boulon cisaillé, dépose le nouveau support, resserre les boulons selon les spécifications et le camion sort de la cour et redescend chez Ken. L'usine de Mitch reçoit à nouveau un deuxième camion. Le Blitz est vivant. Les 2 derniers quarts de travail de la semaine se déroulent sans problème. La Golden Goose continue de mâcher des mètres. La plante de Ken continue de se nourrir. Roxane suit la pile de paye maintenant que les 2 camions roulent à nouveau. Chaque opérateur connaît le numéro sur la table et chaque opérateur maintient son usine en marche jusqu'aux dernières heures. Parker se tient dans la salle d'or. Tout d'abord, il s'agit du nettoyage d'une nouvelle pièce d'équipement qu'il a pesée par rapport au livre. L'or monte sur la balance. Le décompte grimpe jusqu'à 100 et continue. Chiffre final, 177,05. Once, près de 620 000 $, presque suffisant pour payer l'achat en une seule pesée. 40, 50, 70, 90. Continuez. 160. 177,05. Parker hoche la tête une fois. Puis le vrai test. Pour que le Blitz atteigne 600 onces, Roxane doit livrer à elle seule plus de 137 onces. L'usine fonctionne sur l'ancien terrain de Ken Stewart. L'usine qui passait la moitié de la semaine avec un seul camion. La plante sur laquelle chaque opérateur présent dans la salle a une idée. La balance démarre. 20, 60, 80, 100, 100, 20, 100, 30. Le numéro s'enclenche. 143, 8 onces. Roxane a livré. Parker hoche la tête une fois, se tourne vers Mitch et prononce le numéro à voix haute. Mitch expire. Ken, debout au fond de la pièce, croise les bras. La marge par rapport à l'objectif de 137 onces n'est pas énorme. C'est suffisant. La semaine dernière, toutes les usines de Parker ont produit 421,3 onces. Cette semaine, avec le Golden Goose en surchauffe et Roxane faisant peser son poids sur un essieu avant en panne, et une faveur que Tyson ne donnerait pas, le total combiné est de 606,55 onces. Parker vient de dépasser les 600 onces en une seule semaine. Le retournement du classement. Le total de Parker pour la nouvelle saison s'élève à 8393,65 onces, soit une valeur de près de 29,4 millions de $, le plus grand nombre d'onces qu'il ait jamais extrait au cours d'une saison, un record personnel, un record en carrière, et un chiffre qui vient de prendre la tête. Tony est assis à 8257 onces après sa pesée de 924 onces. Parker vient de grimper à 8393, soit une avance de 136 onces. Le plus jeune mineur du ruisseau est de retour en pole position, et le caïd du Klondike le regarde pour la première fois du mois. Parker se tourne vers l'équipage. L'année, dit-il, apprécie que vous vous y teniez. Gardez ces choses en marche. C'est tout le discours. Il n'a jamais été du genre à faire de longs discours et ce n'est pas la semaine pour commencer. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour exploiter l'or. Nous devons simplement maintenir ces choses en marche. Je sais que cela fait 1 an et à cette période de l'année, les choses deviennent si difficiles, mais j'apprécie que vous vous en teniez à cela. Mitch applaudit Ken. Sur l'épaule en sortant de la salle d'or, Ken hoche la tête en retour. La semaine est finie. Le Blitz a fonctionné. Chaque usine fonctionnait. Chaque camion est revenu. Chaque plateau de nettoyage a été pesé. Le problème est bien visible. La coupe Hester est encore pleine d'eau. Mike pompe toujours. Tony est toujours en train de couper le mur et attend la prise d'eau pour réaliser la coupe. Si les anciens s'éloignaient vraiment de ce terrain, avec encore 800 onces par jour, la poche en dessous pourrait peser plus que tout ce que Parker a tiré cette saison. Un plomb de 136 onces n'est pas un tampon. Il s'agit d'une offre d'ouverture. La course aux 10 000 onces n'est plus une valeur sûre pour personne. Un fossé a détruit la moitié de la flotte de camions de Parker en 1 heure. 5 boulons cisaillés retenaient tout son Blitz en otage pendant 1 quart de travail. Une coupure inondée pourrait remettre Tony devant en une seule pesée.
La marge entre gagner et perdre cette saison est plus mince que la pâtisserie qui court sous l'oie d'or. Parker sort de la salle d'or avec les fiches de pesée à la main. Les camions dans le parc sont déjà en cours de contrôle pour le prochain quart de travail. La poule aux œufs d'or repart le matin. Quelque part de l'autre côté du Klondike, une pompe fonctionne dans le Hester et le niveau de l'eau commence à baisser. D'un côté du Klondike, Parker possède 8393 onces et une avance de 136 onces. De l'autre côté, Tony possède 8257 onces et une coupe qu'il a battue pendant 5 années consécutives. Entre eux deux se trouvent tous les records encore présents dans la vallée. La pesée de la semaine prochaine est celle qui décide de la saison. Voici donc la question. Tony réussit-il la coupe Hester et vole-t-il la tête? Ou Parker maintient-il la poule aux œufs d'or jusqu'à 10 000 onces? Déposez votre prédiction dans les commentaires. Et si vous voulez tous les récapitulatifs de la ruée vers l'or cette saison, abonnez-vous et sonnez la cloche. Nous couvrons chaque épisode, chaque pesée, chaque nettoyage, jusqu'à ce que quelqu'un franchisse d'abord les 10 000.